Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal. Dans l'actualité aujourd'hui, 19 468, c'est le nombre de faits de délinquance recensés en Vendée en 2021. Un chiffre en hausse par rapport à l'année précédente et qui a retrouvé le même niveau qu'avant la crise sanitaire, selon le bilan dévoilé aujourd'hui par la préfecture. Alors de quel fait de délinquance parle-t-on exactement? Pour y répondre, on retrouve Pierre Dalicieux aux côtés du préfet de la Vendée. Je voulais revenir sur deux points marquants qu'on a pu connaître cette année 2021, notamment les violences intrafamiliales, avec une hausse importante, plus 24%. C'est assez considérable. Alors c'est lié au fait qu'il y a la libération de la parole, clairement. Il y a de plus en plus de victimes qui n'hésitent pas à porter plainte. Et puis c'est aussi, il faut le dire, le résultat de l'action des différents services. Donc les policiers et gendarmes sont mieux formés pour pouvoir recueillir les plaintes, pour pouvoir aider les victimes de violences. Il y a aussi un dispositif de prise en charge qui est mis en place avec les associations. J'avais l'occasion de saluer ce dispositif avec l'association Femmes ici dans le département. Donc tout est fait pour pouvoir faciliter la prise de plainte et de rechercher la condamnation, parce que c'est ça, la réponse judiciaire, comme l'a souligné la procureure, elle est au rendez-vous, puisque les plaintes sont déposées, les procédures sont instruites et les condamnations sont prononcées. Autre fait marquant, les infractions économiques et financières en forte hausse aussi, à plus 21%, dont plus de la moitié sont des infractions qui sont commises en ligne. Donc là, on voit des habitudes qui changent et qui évoluent. Et en face, des cambriolages en forte baisse, en baisse en tout cas de moins 12%. Voilà, deux phénomènes qui ont un lien ou pas? Enfin, est-ce qu'on peut y voir quelque chose? Alors, d'abord, les cambriolages sont en baisse parce que, alors, on peut dire aussi que les personnes sont plus peut-être à leur domicile. C'est l'effet du télétravail, c'est aussi l'effet des périodes de confinement, même si ça a été moins marqué en 2021 par rapport à 2020. Mais c'est aussi le résultat de l'action des services, et notamment en zone police, le directeur a expliqué que les dispositifs qui sont déployés, les conventions passées avec les commerçants, avec le monde agricole, permettent des signalements beaucoup plus rapides et permettent d'interpeller les cambrioleurs. Donc c'est important. Mais alors c'est aussi des cambrioleurs. Les gens sont peut-être plus chez eux et ils utilisent plus Internet, notamment pour faire passer leurs commandes. Vous savez que les commerces a implosé sur Internet et donc ils sont plus vulnérables. Ils sont plus victimes de ce qu'on appelle des hackers, des malfaisants, des escrocs. Et c'est certainement ça qui explique la progression très nette, très significative de ces faits de délinquance. Merci Monsieur le Préfet. On le voit, donc une délinquance qui change. Ce qui ne change pas en revanche, c'est que pour 100 000 habitants, l'atteinte aux biens, l'intégrité physique ou les escroqueries en tout genre en Vendée sont toujours moins importantes que pour le reste de la France. L'actualité, c'est aussi cette nouvelle mobilisation des travailleurs sociaux à La Roche-sur-Yon cet après-midi. Après le 7 décembre, les professionnels du secteur du médico-social sont de nouveau descendus dans la rue à l'initiative du syndicat Sud Santé Sociaux et du collectif Travail Social en Survie. Ils étaient environ 200 rassemblés place Napoléon. Au cœur des revendications, le versement de la prime Ségur de 183 € par mois. En somme, valoriser les salaires pour de meilleures conditions de travail, car aujourd'hui, les professionnels se disent à bout de souffle. Écoutez. On en arrive, même dans notre secteur, à ne plus trouver personne pour faire le travail sur le terrain. Nos employeurs ont de plus en plus de mal à recruter. Et du coup, les gens qui sont sur le terrain sont de moins en moins nombreux et la charge de travail est de plus en plus importante. Si nos conditions de travail se dégradent, on ne peut pas accompagner les différents publics de manière correcte, éthique. Et c'est eux qui se retrouvent en première lignée finalement. On voit dans les différents métiers beaucoup de burn-out, beaucoup d'arrêts de travail, des travailleurs sociaux qui s'en vont parce qu'ils n'en peuvent plus de ces conditions-là. C'est une bataille juridique qui oppose actuellement les acteurs de la biodiversité aux fabricants de néonicotinoïdes. Fin 2021, l'Autorité européenne de sécurité des aliments a estimé que la réintroduction temporaire de certains pesticides était justifiée, faute d'alternative. Mais à peine quelques jours plus tard, la Cour administrative de Nice a confirmé l'interdiction de vente du Closer et du Transform, qui font partie de ces pesticides. Écoutez la réaction de Franck Alétru, président du syndicat national d'apiculture, à l'origine de la demande d'interdiction de ces deux pesticides.
Depuis plus de 20 ans, donc on se bat pour les faire interdire cette famille de pesticides. Les uns après les autres, on arrive à les éliminer. Maintenant, c'est des décisions de justice. On est obligé d'en arriver à la décision de justice parce qu'il n'y a pas de courage politique. C'est là où il y a une carence grave au niveau de nos dirigeants. Il doit y avoir à un moment donné un courage politique pour admettre une fois pour toutes, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde, que ces familles de produits qui déciment les pollinisateurs dont on a besoin doivent être réellement interdits globalement et on ne revient plus sur cette copie. C'est un concept qui nous vient tout droit des Pays-Bas. L'approche Snozellen prend aujourd'hui de l'ampleur un peu partout en France. Elle arrive en Vendée. À Chaland, une école primaire vient d'acquérir une salle Snozellen. Il s'agit d'une pièce adaptée qui fait appel à tous les sens des enfants grâce à des équipements spécifiques. Une méthode entre stimulation et relaxation qui permet de libérer les tensions, mais aussi apprendre à gérer ses émotions. Une découverte signée Alix Lanos. Dans l'ambiance tamisée de la salle Snozellen, 3 élèves profitent d'une séance. Dans cet espace spécialement équipé pour stimuler les sens, les enfants sont libres de toucher, bouger, regarder, écouter. Une atmosphère qui plaît particulièrement à Lilou, qui vient régulièrement depuis la mise en place de cette salle. C'est la 4e fois. Et pourquoi tu demandes à venir ? Parce que je me sens bien et puis aussi j'ai des petites choses dans ma vie qui me dérangent. Donc j'aime bien venir ici, ça me permet d'être plus concentrée après quand je repars au travail. Se concentrer mais aussi s'apaiser. Le concept hollandais Snozellen, qui date des années 70, consiste à rechercher un état de bien-être permettant de réguler ses émotions. Pendant 15 à 20 minutes, les enfants évoluent dans cet environnement doux et avec la présence rassurante d'un adulte. Dans cette école de 400 élèves, 9 enseignants ou membres du personnel se sont formés depuis la rentrée pour accompagner les enfants dans cette exploration sensorielle. Chaque séance est différente en fait, donc il y a des séances où on va intervenir beaucoup et puis d'autres beaucoup moins. En fait, l'objectif c'est que les enfants soient occupés à une activité, qu'ils puissent prendre le temps de toucher les objets, d'écouter, d'observer les lumières. Et lorsqu'on sent qu'ils sont un petit peu démunis, eh bien là on peut nous, à notre tour, prendre un objet, leur montrer et les orienter. Initialement pensée pour des enfants souffrant de troubles autistiques, la méthode se développe et s'ouvre désormais à un public plus large. Souvent dans des établissements de soins, gérontologiques ou psychiatriques, mais également depuis peu au sein des crèches ou comme ici, dans une école ordinaire. On a pensé cette salle au départ plutôt pour nos élèves du dispositif Ulysse. Il y a un dispositif Ulysse dans notre école. Et de fil en aiguille, on s'est dit que finalement, ça serait intéressant que tous les élèves puissent en profiter. Ils vivent des choses difficiles, soit à l'intérieur de leur foyer, à la maison. La vie scolaire aussi, elle n'est pas simple, elle est compliquée. Il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de bruit, ils sont nombreux. Donc l'idée, c'est vraiment aussi de leur dire c'est important pour être heureux et pour bien apprendre. C'est aussi important aussi que tu puisses aussi prendre du temps pour toi. Coût du projet, un peu plus de 9 000 €. Intégralement financé par les dons des familles, entreprises partenaires et associations locales. Direction à présent la maison d'arrêt de la Roche-sur-Yon pour parler culture. Le département vient de lancer sa convention lecture en milieu pénitentiaire, un partenariat avec la direction régionale des affaires culturelles et la Ligue de l'enseignement des Pays de la Loire pour permettre aux 150 détenus des 2 maisons d'arrêt vendéennes un meilleur accès à la culture, un droit fondamental qui permet de lutter contre la récidive et mieux appréhender leur sortie. La bibliothèque, c'est le premier lieu de la culture en prison. C'est vraiment comme on dit souvent, le poumon culturel de la prison. Parce que la loi pénitentiaire prévoit que dans toute prison, il doit y avoir une bibliothèque. Donc c'est, on va dire, le premier lieu identifié de la prison. Et dans ces lieux, on se doit de leur proposer ce qui serait proposé à l'extérieur, donc avec des choix de livres intéressants, récents, pas abîmés, une action culturelle de qualité, des expositions, que ces lieux vivent en fait au maximum comme une bibliothèque de lecture publique. Quand on a 13 ou 14 ans, pas toujours évident d'exprimer ses émotions. Alors pour les aider dans cet exercice, un écrivain, Éric Simard, organise un stage d'écriture à des élèves de 4e, une pratique qui leur permet d'apprendre à exprimer ce qu'ils ressentent et peut-être même découvrir des vocations. Les explications dans ce reportage. Un écrivain, un vrai, pour parler d'écriture à ces jeunes de 4e. Parler de son métier, mais pas seulement. Le but aujourd'hui, donner envie d'écrire. Il semblerait que cela fonctionne sur ces jeunes. Moi j'aime bien écrire. Parce que justement, comme il l'a dit, on peut développer nos sentiments et on peut faire, on peut
On peut transmettre plein de choses par l'écriture. Je trouve ça intéressant de voir un écrivain en vrai et puis de pouvoir lui poser des questions sur son parcours. Je trouve que c'est vraiment une bonne activité et c'est cool qu'il y ait des gens qui viennent partager leur opinion par rapport à la lecture ou qu'il y ait des écrivains qui viennent. Moi je trouve que c'est très très bien. Un atelier qui se déroule dans une ambiance différente de celle de la classe. Ici, pas de notes, pas de contraintes. Pour cet écrivain, donner envie d'écrire passe avant tout par le jeu et l'humour. J'anime des ateliers au niveau 4e. Ce sont des stimulations, des jeux d'écriture. Tendre la perche et donner confiance, en fait. C'est ça le but. Donner confiance sur l'expression de soi, sur l'expression de l'utilisation d'un lexique, sur les émotions, sur les sentiments surtout. Un atelier qui, c'est bien normal, se déroule au CDI, des jeunes ici habitués à ce lieu. Car, détrompez-vous, la lecture fait encore partie des passe-temps favoris de ces collégiens. Je le vois au travers de ce que je vis au CDI, au travers de prix littéraires que je fais vivre aussi. Et en fait, il y a beaucoup de lecteurs. Il suffit juste de leur donner quelquefois un petit peu une petite impulsion. Et puis peut-être des genres littéraires différents, parce qu'il y a beaucoup de lecteurs de manga, par exemple, mais il y a encore des lecteurs de romans, même si effectivement les téléphones, les séries peuvent aussi prendre un petit peu la part de temps libre, hein, mais comme nous les adultes aussi. Hein. Parmi ces jeunes, peut-être certains deviendront écrivains. Une chose est sûre, en tout cas, tout le monde ici a mis un pied dans l'écriture, du moins durant le temps de cet atelier. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain à partir de 7h avec Caroline Tronge. Bonne soirée à tous.